Ok, donc il y a deux Joël aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir Joël. On dit comment? Bonsoir. On dit Bonsoir Joël. comment on dit Pfeffer? Pfeffer? Pfeiffer. Pfeiffer. P-F-E-I, 2-F-E-R. La Oui, mort n'est pas la fin de la vie. Mes échanges avec l'au-delà aux éditions Exergue avec une préface de Philippe Ferrer. Vous êtes médium, vous vivez au Luxembourg. Vous êtes au Luxembourg, là, Kelvinard. tout à fait. Toi, oui, oui, surtout en ce moment, tout à fait. Ouais, vous êtes luxembourgeoise ou c'est un Je choix suis multiple? luxembourgeoise par mon grand-père, mais mon grand-père est la lignée de mon grand-père. Voilà. Les cimetières sont remplis de gens de ma famille ici. Ouais, bah c'est bien, enfin c'est Et bien. j'ai la nationalité luxembourgeoise, de fait, et mes enfants aussi. Donc c'est précieux. À notre époque, oui. Mm. Ça et les Suisses aussi. Ouais, Donc il y a une préface de Philippe Ferrer, là, celui qui a la chaîne, tout sa à fait. chaîne, c'est on ne, il suffisait d'y croire ou quelque chose comme ça. Je sais On ne plus. vous demande pas d'y croire. On ne vous demande pas d'y croire. Tout à fait. Sur YouTube, qui a écrit Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, ou Lotus et l'éléphant. Il est quoi? Il est médium aussi, lui, ou tout du moins il a fait une NDE. Oh, je pense qu'il a ce que vous appelez des ressentis. Je pense qu'il a une intuition qui est bien ouverte aussi. Enfin, c'est un homme que j'aime beaucoup et que j'en estime. Et j'aime à penser que lui aussi. C'est réciproque. Tout Vous à avez fait. déjà écrit Ma vie de médium en 2022 aux éditions Oui, du Panthéon. Et oui, là, ce deuxième livre, c'est aux éditions Exergue, exact. qui vient de sortir, je pense. L'année dernière, il est sorti l'année dernière et je suis en correction d'un prochain livre, mais ça met du temps. Même les corrections, je suis pas. Enfin, je mets à peu près 2 ans, 2 ans et demi pour écrire un livre. Alors c'est vrai que j'ai des amis qui me disent, mais l'IA peut très bien le faire pour toi. L'IA ne sait pas ce qui est dans ma tête et ne Non, peut non, puis pas je suis comme traduire vous. ce qui est dans ma tête et dans mon âme. Non, il ne faut pas s'utiliser l'IA. L'IA, c'est nous, on a des intelligences pas artificielles, mais on a des intelligences qui viennent du ciel sans artifice. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Alors, vous dites que vous ne vous servez pas de support, que ce soit des cartes, des tarots, des pendules quand vous faites une médiumnité, et que votre premier outil est l'ouïe, c'est-à-dire l'oreille. Oui, l'oreille, c'est la première chose. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai une demande de consultation, je demande la dernière photo de l'envolée qu'on a. Et quand j'imprime la photo, j'entends déjà des choses. Donc je note vite, je note effectivement ce que j'entends, ce que je vois aussi. Et puis après, une fois que je suis en consultation, vous savez, je pose la photo et j'écris tout ce que j'entends et ce que je vois. Je continue. Voilà. Hein. Mais par exemple, hier, j'étais sur un lieu pour un futur salon ici à Thionville. Et dès que je suis arrivée, bien sûr, j'ai vu pas mal de choses, mais notamment un pendu. J'aime beaucoup les pendus. Ils sont très souvent avec moi. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Et là, il y en avait un, et effectivement, à la fin de ce qu'on avait à faire là-bas avec l'organisateur et l'organisatrice du futur salon, j'ai demandé au régisseur du château où était le pendu, parce que savoir où il s'était pendu. Et il m'a dit, regardez, retournez-vous, c'est la colline du pendu. J'ai dit oui, mais c'est peut-être la colline, mais il est descendu, il était là toute l'après-midi avec moi. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment besoin de photos. Je pense que j'ai simplement, quand je suis en consultation, je suis en grand stress parce que j'ai à cœur vraiment de vous transmettre ce que j'entends véritablement en justesse et ce que je vois. Et donc, j'ai besoin de cette photo-là. D'accord. Donc, Louis, vous dites que vous avez une troisième oreille. Et celle qui va me permettre d'aller chercher ce fameux détail qui fait que je sais, moi, je suis avec la bonne personne et qui va vous permettre, vous, entre autres, de savoir que je suis avec la personne que vous m'avez demandé. Par exemple, ce matin, j'ai fait une consultation et puis, alors, bien sûr, j'alignais des détails, bien sûr, mais il y a un détail qui était le plus transcendant pour la consultante, c'est qu'en fait, je lui ai dit, écoutez, votre maman, elle avait quelque chose au niveau de la main, au niveau
des doigts où je fais comme ça, vous voyez. Et là, elle savait que c'était sa maman parce que les femmes dans sa famille ont toutes le petit doigt qui fait ça comme ça. Et leur nom de famille, c'est Doigt Fourchu. Je crois qu'on ne peut pas l'inventer, ça. Voilà. Ce détail, ce fameux détail, vous savez, qui fait que vous êtes. Vous faites de la broderie, vraiment de la broderie avec l'envolée parce que vous pouvez entendre au-delà du blablabla spirituel quotidien, c'est-à-dire il va bien, elle est dans la lumière, elle vous aime beaucoup. Oui, quand vous dites l'envolée, c'est les décédés, hein, c'est ceux qui sont Oui, tout partis. à fait. Je les appelle les envolées. Alors ça, c'est histoire de main. Il y en a une aussi dans votre livre où finalement la fille reconnaît un peu aussi la main de sa mère. Ça Mhm. doit être... vous touchez les gens, vous les prenez par la main, comment ça se passe? Ah, mais moi, je ne vois personne en consultation, hein. Je ne fais pas de présentiel. D'accord. Je ne fais que des consultations par téléphone. Donc, quand je dis à quelqu'un, par exemple, sur Mathieu, je salue la maman d'ailleurs, qui est devenue une amie à force. Euh, Quand elle me téléphone le premier soir où elle me demande un rendez-vous, Mathieu s'était envolé depuis quelques semaines, et que je lui dis, est-ce qu'il avait une cicatrice sur une main? Elle me dit oui, mais elle se voyait plus parce que il s'était blessé petit avec une machine, vous savez, de bricolage. Je ne saurais pas vous dire quelle machine, mais elle me dit, elle se voit plus parce qu'en grandissant, elle est. Mais moi, il me l'a montré. Oui, je peux Donc, il faut comprendre. avoir l'assurance de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Euh, je dis, mais je ne veux pas être désobligeante, je dis, je ne crois pas à ce que vous pouvez me dire, mais par contre, je crois, les yeux fermés, ce que j'entends et ce que je vois, ce qu'un envolé me montre. Je remets jamais en doute ce que je vois et ce que j'entends. Et d'ailleurs, je vous demande, pendant les consultations, de vous taire, et justement de ne rien me dire. J'étais hier aussi avec une femme qui me demande une communication avec une de ses amies qui a été assassinée dernièrement, sur le Luxembourg d'ailleurs. Et bon, je n'étais pas au courant. Elle était très étonnée. Enfin, vous savez, moi je rentre à 8 heures le matin dans mon bureau et j'en sors des fois le soir. Et des fois, je passe des semaines à ne pas sortir du tout, tellement je suis entre mes corrections et mes consultations. Et donc, je lui ai dit, écoutez, stop, ne me dites rien, je ne veux rien savoir. Vous m'envoyez sa photo, mais par contre, elle me parle d'escarpins beige. Et elle a souri, elle m'a dit, la dernière fois que je l'ai vue, c'est un souvenir entre nous, c'est qu'en fait, je l'attendais dans un jardin public, elle est arrivée avec des escarpins beige. Et ces escarpins étaient tellement fins qu'elles s'enfonçaient dans l'herbe. Et elle me dit, c'est un souvenir entre toutes les deux parce qu'on en a beaucoup rigolé, ri ensemble parce que c'était ridicule de venir en escarpin dans un jardin où la terre était détrempée. Oui, mais comment penser que finalement vous n'allez pas piocher dans la tête de la personne qui vous demande des Oula, informations? attendez, là, vous croyez que moi, je suis capable d'aller piocher dans la tête du voisin? Mais c'est peut-être pas volontaire, mais je veux dire, Non. Écoutez, la- mais c'est intéressant que vous me disiez ça oui, parce parce que que vous êtes la seule avec toutes les. non, mais si on considère que il y a des mémoires akashiques, etc., on fait tous partie d'un grand tout, Ah ouais, non. finalement, on a tous accès aux infos. Ah non, 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 moi je ne vais pas sur les akashiques, je ne les appelle pas les akashiques, je ne les appelle pas d'ailleurs. C'est quand même plus simple pour moi. Je vous dis que je vous restitue ce que j'entends et ce que je vois, Mm. scrupuleusement, en justesse. Voilà. Et je ne métaphore pas, je ne surligne pas, je dis textuellement ce que j'entends et ce que je vois. C'est tout. Mais je ne vais pas piocher dans la tête de la personne. La personne, elle est au téléphone. Donc déjà, je ne la vois même pas et je ne veux pas la voir. Et quand vous voulez que j'active la caméra, je le fais. Mais c'est une fois tous les 50, 100 consultations parce que, en principe, aujourd'hui, je me suis coiffée comme j'ai pu. J'ai mis un petit peu de maquillage, mais en principe, non. Je suis en sarcouille et puis je suis au naturel, donc je ne veux pas qu'on me voie. Et puis, moi, je vous vois, moins j'ai d'informations, justement. Oui, alors des fois, vous recevez des messages qui sont pas forcément des messages d'amour. Par exemple, quand quelqu'un est en colère, il va exprimer sa colère. Donc, Bien sûr.
ceux qui reçoivent le message ne sont pas forcément contents. Alors, tout dépend de la façon dont vous le restituez, bien évidemment. Bien évidemment. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai été face à une dame qui tire des cartes et qui disait, qui expliquait à la cantonade qu'elle allait loin dans ce qu'elle ressentait de ça et qu'elle avait une consultation où elle avait peur parce que elle avait vu une petite fille se cogner la tête sur une table de cuisine, il y avait du sang, elle était morte, ça. Je l'ai arrêtée, je lui ai dit, écoutez, euh, c'était une consultation que vous aviez avec sa maman? Elle me dit oui. Je lui dis, la petite fille est décédée? Elle me dit oui. Et je lui dis, vous croyez normal de parler comme ça? Tout est façon d'exprimer et de restituer les choses. Hein. Je veux dire, il faut faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Voilà. Quelqu'un qui est en colère ce matin sur une consultation, elle se faisait beaucoup de soucis, énormément de soucis. Elle s'en faisait déjà avant de partir, mais encore plus après de partir. Hein. Le truc, c'est qu'effectivement, on restitue l'émotion parce qu'on part tous avec euh, notre caractère déjà et puis des émotions. Hein, ce qui nous a posé des problèmes, ce qui nous pose encore des problèmes bien après, qu'on n'a pas résolu, qu'on n'a pas dit, voyez. Mais je reviens à ce que vous dites, j'essaye de m'imaginer rentrer dans votre tête. Vous croyez franchement que je peux Non, mais rentrer dans votre tête? c'est pas dans la tête, hein. C'est, je veux dire, comme si on était dans un grand bain et que finalement on a accès à tout ce qui se passe Non. dans D'ailleurs, ce bain. je n'entends et je ne vois les choses sur celui qui m'interroge en consultation que s'il est en guidance. Sinon, je n'y vais pas. Et je ne rentre pas dans la tête des gens, je ne peux pas. Ce sont vos envolées qui me donnent vos informations. Mais bon, comme on est tous en train de penser quelque chose, bon, Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être faut-il arrêter de savamment distiller des bêtises. c'est pas vraiment des bêtises parce que je pense qu'on fait tous partie d'un grand Je pense tout qu'il y a et des que les mémoires. informations, elles sont partout. Donc, Bien sûr, même quand c'est pas une j'entends. question de tricher, c'est une question Mais de. non, mais je crois qu'il faut effectivement, comme je rappelle souvent dans mes conférences, je sens, vous avez du bon sens, vous avez une réflexion, vous avez un cerveau. Essayez de voir un petit peu, je veux dire, c'est que vous me disiez à ce moment-là, vous êtes mentaliste parce que vous avez la personne en face de vous, donc vous êtes capable de lui dire des choses selon la gestuelle, cette façon qu'elle a de s'asseoir, de se comporter. Oui, bien sûr, mais moi, je ne suis pas mentaliste. On m'a mis une fois en présence d'un mentaliste sur un lieu. Et là, effectivement, je crois que j'en parle dans mon livre d'ailleurs, je vous prouve par A plus B que c'est pas du tout le même travail et qu'on n'est pas du tout avec les mêmes personnes qui vous restituent l'information. Moi, ce que je dis, c'est que ceux qui restituent l'information que je suis apte et capable de vous donner, ce sont vos envolés proches, de toute façon. Ouais, est-ce qu'ils viennent de temps en temps sans qu'on leur demande? Mais bien sûr, très souvent, euh, sur les consultations, vous allez me demander une communication, par exemple, avec votre grand-mère. Et votre grand-père va arriver, votre arrière-grand-père va arriver. Alors, ce qui est frustrant, c'est si vous n'avez pas d'informations, si vous ne les avez pas connus, si vous n'avez aucune information sur eux. Hein. C'est frustrant pour moi. Mais bien souvent, il y a des personnes de votre famille d'âme, qui se présentent, bien évidemment, ainsi que vos animaux domestiques, parce qu'ils font partie de vos familles d'âme. Hum. Et sinon, quand personne ne vous demande rien, est-ce que vous pouvez avoir des défunts, enfin des envolés, qui se manifestent à vous justement pour que vous donniez des messages à des personnes qui vous ont rien demandé? Ça, je Alors, pense que ça arrive. au début, quand j'ai commencé, euh, je l'ai eu fait sans qu'on me demande rien du tout. Mais j'ai arrêté de le faire. J'ai arrêté de le faire parce que justement, on ne me le demandait pas. Hum. Oui, c'est Voilà. dans votre livre aussi, ça. Voilà. Et puis parce que une fois, effectivement, la dame n'a pas apprécié. Même si sa maman était là, qu'elle me donnait un détail que je ne pouvais pas connaître, elle a eu peur. Et un mois après, quand je l'ai revue, elle m'a dit, vous devriez ne pas le faire, ça, parce Oui, que c'est ça. c'est traumatisant. Donc, j'ai arrêté de le faire et je vois à table tout à l'heure, j'avais des amis à table. La dame m'a demandé, elle voulait une communication avec sa grand-mère, mais je lui ai dit, envoyez-moi la photo, je regarderai.
Oui, puis si vous êtes à table, vous avez autre chose à faire, hein, Bah, franchement. d'une part, et d'autre part, on n'est pas au cirque, hein. Donc, même moi, quand je vais acheter mon pain ou n'importe, si j'entends quelque chose pour la boulangère en face de moi, je ne vais pas lui dire toc toc, dites donc, non. Non, je crois que je sais pas, c'est du cirque. C'est du cirque. Oui, Surtout qu'en plus, j'ai pas vraiment l'impression que ça puisse être accueilli d'une façon. C'est agressif quand même, hein. ah, Alors par contre, rencontrer quelqu'un dans la rue que je connais et puis tiens, je lui dis tiens, au fait, on est en train de me dire ça, tu as une décision à prendre là, tu as une direction, tu hésites sur. Qu'elle me dit oui, oui, je peux te dire ce que j'entends, voilà. moi, je sais que ça m'est pas arrivé souvent, mais quand ça m'est arrivé, j'étais obligée de le dire, comme si je pouvais pas ne pas le dire. Donc, c'est pas moi, ça venait de quelqu'un d'autre et il fallait que je dise ses prénoms. Et je veux dire, donc, de temps en temps, je pense que euh, quand vous êtes médium, les envolés se servent de vous, puisqu'ils savent que vous pouvez les entendre. S'ils ont vraiment quelque chose à communiquer à quelqu'un, je pense que vous ne Alors, pouvez pas faire il autrement que de le dire. ne se sert pas de moi, je ne me sers pas d'eux. Nous faisons un travail, une collaboration. Ouais. Voilà. Et le reste du temps, bien sûr que il y a tout le temps du monde autour de moi. Je suis sollicitée, bien évidemment, mais on me dit souvent, on me demande souvent quand vous fermez, vous arrivez à fermer. On ne peut pas. Moi, je ne peux pas fermer. Ceci étant dit, je peux décider quand je m'exprime et quand je ne m'exprime pas. Et c'est mon droit à moi. Voilà, c'est mon droit à moi. Et je dis surtout qu'en plus, c'est pas parce que un envolé vous tannerez, entre guillemets, pour donner un message que vous êtes obligé de le donner, c'est pas vrai? Sauf si effectivement, par exemple, j'ai une consultation avec vous et que je vois que vous allez avoir un accident de voiture. Donc je vais vous prévenir, je vais vous dire, faites attention, soyez vigilante. Est-ce que ça changera quelque chose? C'est votre libre arbitre, comme vous dites, et c'est votre choix. Vous avez votre fille qui s'est envolée. Est-ce que vous avez communiqué avec elle? Alors oui, c'est arrivé, mais très peu de fois. Mais par contre, elle est souvent là dans des consultations. Elle est souvent là, je le sais, elle me donne des informations, ça c'est vrai aussi. Je ne dis pas ça pour dire, tiens, elle communique avec son enfant, non. J'ai essayé de communiquer avec elle au travers de différentes médiums. J'ai accepté de payer malgré les nullités qui m'étaient dites, mais c'est tout. Après, j'ai arrêté, 3-4 médiums. Après, j'ai arrêté. Je me suis dit que si elle voulait me parler, elle pouvait effectivement me donner des informations ou me mettre des synchronicités sur mon chemin, me faire des signes. Ça, elle le fait aisément. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui vous ont consulté, hein, qui expliquent que ce que vous avez fait, ce que vous avez fait de bien. Euh, j'ai souri. Il y a, je pense qu'ils étaient plusieurs personnes à vous contacter et ils ne savaient pas que l'envolé ou l'une des personnes avait vendu tous les bijoux et que Mhm. ça a commencé un petit peu à se bagarrer Mhm. et que vous êtes partis tranquillement les laissant se débrouiller entre eux. Parce que Non, je suis pas partie tranquillement à la licence débrouillée, c'est parce que j'ai écrit. Simplement, je me suis retrouvée au milieu enfin, je me suis retrouvée entre une femme et son mari, une femme qui s'était envolée et qui était en colère et qui avait toujours été en colère et qui était encore en colère de savoir qu'elle avait été trompée, c'est tout, qu'elle avait été trompée et qu'en plus, ces bijoux qui normalement auraient dû peut-être revenir à sa fille ou à ses filles, ben, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus, donc elle n'avait aucune illusion, à mon avis, sur qui était son mari, mais il ne m'appartenait pas de juger et je ne dois pas être dans le jugement dans ma pratique. Mais il n'empêche que je me suis sentie autorisée à restituer effectivement ce qu'elle disait et cette façon qu'elle avait de l'exprimer. Avec des mots bien, bien précis d'ailleurs. J'étais assez gênée de le faire, mais je suis au service de vos envolées, pas à votre service à vous. C'est ce que je comprends. Est-ce que ça lui a fait du bien finalement de pouvoir s'exprimer à cette femme? Est-ce qu'elle Elle a avait... dit, elle a dit ce qu'elle avait à dire, parce qu'elle avait une longue agonie avant de partir, bien évidemment. Elle avait une tumeur à la tête et ça a duré pas mal d'années.
Et elle a dit ce qu'elle voulait dire et elle a exprimé ce qu'elle voulait exprimer. Et je crois que c'est bien, c'est bien. Ouais. C'est mieux que de passer au confessionnal, hein, moi je vous le dis. Hein. Oui, bah c'est ce qu'il y avait avant. Le confessionnal, ça servait à ça. Exactement, ça servait à Donc, ça. Mais il n'y a plus de curé, hein. On se demande où ils sont. bah, il y en a encore. J'ai été ce matin à un enterrement, il y a encore des curés. Alors, vive l'accident comme si vous y étiez. Donc, c'est pas facile pour vous parce que finalement, vous vivez les choses comme si vous y étiez. Ça fait mal, bien souvent j'ai mal. Bien évidemment, je ressens enfin je ressens, non, je ressens rien. J'éprouve effectivement une douleur ou quand quelqu'un ce matin elle était décédée d'un arrêt cardiaque, mais j'écris et je le dis en même temps, elle est tombée, je tombe, et ben je tombe moi aussi, donc bon ça va, je me fais pas mal, mais métaphoriquement parlant, je sais que je tombe, ça fait mal. Mm. Oui, puis il n'y a pas que les douleurs physiques. Je pense que les douleurs Oui, oui, mentales il y a sont pas, oui, il y a aussi les douleurs psychologiques, il y a les peurs aussi, il y a les odeurs, il y a les goûts. à la page 65, dans une autre époque, on les appelait les écouteurs des morts. Le plus souvent, c'était des femmes qui étaient chargées par les villageois d'aller au cimetière pour demander aux défunts des conseils à propos de problèmes divers. Et avant que la 24e heure n'ait sonné, la magicienne avait la réponse. Pour ce faire, elle s'agenouillait et priait quelques minutes. Elle prenait alors deux petites pierres avec lesquelles elle cognait la pierre tombale, comme pour dire au défunt, vous m'entendez? Ensuite, elle collait son oreille sur la tombe pour écouter la réponse. Mhm. Où est-ce que vous avez entendu cette histoire-là? C'est luxembourgeois, ça? Ça, c'est comme comment ça s'appelle, comment on appelle ça, les sages-femmes de l'âme. Ouais. Oui, c'est dans les temps anciens, vous savez, au siècle dernier encore, il y avait des femmes dans les villages, des vieilles femmes, effectivement, qui avaient ce talent-là, qui étaient reconnues pour avoir ce talent-là, et qui allaient, effectivement, dans les cimetières, poser des questions aux morts sur des thématiques, où c'est qu'ils avaient caché l'or, ou c'est qu'ils... Peu importe, hein. Mais vous savez, il y avait des pratiques au siècle dernier, au siècle d'avant, très rustiques, hein, mais qui existaient, pour lesquelles les gens avaient une croyance forte. Donc, de même que pour, on faisait la toilette des morts, on gardait, on veillait, il y avait la veillée, la toilette des morts. C'était les femmes du village qui étaient effectivement veuves, habillées en noir et qui veillaient le mort et qui faisaient cette toilette et qui en même temps faisaient les prières, récitaient les prières rituelles pour que l'âme sorte rapidement, puisqu'on dit, on dit que l'âme met grand maximum 5 jours avant de sortir du corps, mais elle peut sortir très rapidement, en tout cas dans le cas de traumatisme, de mort violente, elle est éjectée tout de suite. Mais on les appelait les sages-femmes de l'âme. Il y a les sages-femmes de l'âme qui accueillent les bébés, les jeunes âmes qui arrivent, et il y a les sages-femmes de l'âme qui, elles, accompagnaient l'âme. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas incinérer trop vite les gens, puisqu'on dit qu'il faut minimum 3 jours, hein, comme Oui. Jésus qui a mis 3 jours à ressusciter. Alors, est-ce que vous êtes comme Christine Berge qui dit qu'un médium a un pied dans un monde et un pied dans l'autre et qu'il vit entre. Est-ce que vous vivez entre deux mondes, on peut dire? Oui, je vis entre plusieurs mondes, parce que les envolées m'amènent des fois dans d'autres siècles, dans d'autres temporalités, dans d'autres temps qui me montrent effectivement sur tout ce qui est leur famille. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je peux arriver à remonter dans ce que vous appelez le transgénérationnel, sur les histoires de famille. Donc je vis effectivement. C'est comme la Tour Eiffel, vous voyez, comme la Tour Eiffel. D'ailleurs, je crois que je le compare à la Tour Eiffel. Je suis entre les... Non, mais pas entre en disant milieu, médium. Non, ce mot-là, il faudrait qu'on en trouve un autre. Bah, moi, je trouve qu'il est quand même pas mal parce il est entre les deux. Enfin, il fait un pont. Donc, Il est tampon, une passerelle peut-être, mais il est sûr que je suis beaucoup plus dans d'autres temporalités que ici et maintenant. Ça, c'est sûr et certain. Parce que de par mon métier qui me prend effectivement pas mal de temps dans une journée, donc bien évidemment,
je suis toujours entre deux et très souvent de l'autre côté. Alors, en ce qui concerne les consultations, vous les faites par téléphone et pas forcément en vidéo. Donc, la mémoire des lieux, vous vous déplacez quand même. Alors, la mémoire des lieux, j'en ai fait beaucoup avant comment ça s'appelle, le confinement. Avant le confinement, effectivement, je me suis beaucoup déplacée, mais j'ai été peut-être un peu trop assimilée à quelque chose qui ressemble à l'urbex, c'est comme ça. Donc, après, j'en ai moins fait. Je me déplace sur les lieux où quand on me demande de venir, je viens, je dis ce que j'entends, ce que je vois, ce qu'il faudrait peut-être faire, mais je n'en fais plus trop maintenant. Je vous en ai parlé, j'en parle dans les livres parce que Oui. c'est partie de ma vie avant le confinement. Alors, vous n'êtes pas d'accord sur les 5 phases du deuil, ou tout du moins, pas que vous n'êtes pas d'accord, mais bon, vous remettez quand C'est même. pas que je ne suis pas Ouais. d'accord. C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que euh, je l'ai éprouvé. J'ai éprouvé le deuil puisque j'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon enfant. Et on m'a rapidement parlé des phases de deuil et puis euh, des amis, des copines. Puis ça agaçait de voir que j'étais lamentablement, selon elles, triste. Ça agace, vous savez, la tristesse, ça agace les autres. Hein. Donc, me presser effectivement de faire mon deuil pour effectivement continuer ma vie. Alors, d'une, bah non, 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 je suis même très en colère contre tous ces schémas qu'on essaie de nous mettre dans la tête. Vous savez, quand vous avez perdu votre enfant, je le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Je dirais simplement qu'on est perpétuellement en deuil. Et jusqu'à ce que je la rejoigne, je serai en deuil. Donc les 7 phases, ou les 5 phases, ou les 6 phases, ça ne veut rien dire. Vous savez, quand vous êtes face à quelqu'un qui a perdu un enfant, qui a perdu une maman qu'elle adorait, vous voyez, dire allez, là, bon, il faut faire votre deuil, il y a 5 phases ou 7 phases, je ne sais pas, machin, mais c'est ridicule, c'est ridicule. On fait ce qu'on peut. Et je peux vous assurer que la tristesse vous fauche même quand vous êtes en train de vous faire les courses. Moi, ça m'est arrivé, je me suis retrouvée à 4 pattes dans la rue, en train d'hurler comme une bête. Donc, je, je crois que euh, on peut pas. C'est tout ça, c'est des théories. Tout ça, c'est des théories. C'est des psys. Moi, je suis pas psy. Moi, j'ai fait comme j'ai pu et je fais comme je peux pour continuer. Vous comprenez? Et quand j'ai une maman au téléphone ou un papa qui a perdu un enfant, je sais par quelle phase il passe. Mais c'est pas les phases du deuil, c'est les phases de désespoir. Quand je suis au téléphone avec une maman ou une dame qui a un cancer du sein, j'ai eu un cancer du sein. Donc je sais par quoi elle va passer. Je sais par quel désespoir elle va passer. Vous voyez. Alors après, me parler, comme le médecin m'a dit, sur des phases du deuil pour mon sein, qu'on m'a enlevé une partie, non mais je trouve ça ridicule. Ridicule. Qu'on m'écoute tout simplement. Aider à faire le deuil de quelqu'un qu'on a adoré ou qu'on aime, c'est accepter d'écouter sa peine, accepter de prononcer encore le nom de son enfant, le prénom de son enfant. Mais ça, bien évidemment, 15 jours, 3 semaines après, le nom de mon enfant, personne ne le connaissait. Donc c'est plutôt une colère contre ces êtres humains qui prétendent me faire passer par des lieux communs pour me guérir d'un chagrin atroce, d'une mutilation. Donc c'est pour ça que je dis, chacun fait comme il peut, comme il veut. Si les 7 phases du deuil pour vous c'est ok, moi je suis ok aussi. Mais moi, en tant qu'être humain, j'exprime effectivement ça. Je me dis que moi, je ne valide pas ça. Ça, c'est des grandes théories. Mais dans l'absolu, au quotidien, je peux vous dire que faut vraiment se raccrocher à quoi? À un souvenir. Il faut accepter de s'entendre pleurer et hurler pour s'en sortir. Mais ça, bien évidemment, vos amis, même votre meilleur ami, ne l'acceptent pas. Voilà. Parce que cette société veut absolument que vous alliez bien. Bah, si c'est votre meilleur ami, il doit comprendre de quoi vous parlez. Alors, vous avez aussi un sujet sur le suicide. Mhm. Le suicide, alors ça, c'est encore quelque chose, hein, pour les Ouais. envolées du suicide. Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Mais que souvent, j'ai eu en consultation des personnes qui me disaient il n'a pas réfléchi, il laisse une femme, deux enfants en bas âge. Oui, je sais, c'est dramatique. Mais là aussi, la souffrance est tellement intense qu'elle vous empêche et que la seule solution, c'est d'en finir. Il faut aussi accepter le point de vue de celui qui est passé à l'acte. Oui, mais je veux dire, le parent dont un enfant se suicide, il se doit se trouver encore plus coupable que celui dont le gosse est mort d'un accident de voiture ou d'une maladie. Bien sûr, mais je comprends, je comprends. Mais aussi, il faut se poser la question, à savoir, euh, alors, vous entendre dire, moi je vois ma fille était diabétique insuline indépendante, m'entendre dire, elle est heureuse maintenant, elle a fini avec sa maladie, voilà, c'est aussi très détestable d'entendre ça. Et pour quelqu'un qui s'est suicidé, il y a aussi le point de vue de la personne qui reste avec des enfants et cette souffrance aussi qu'elle doit aborder. Mais il faut effectivement accepter de reconnaître la souffrance de celui qui a décidé d'en finir et se dire qu'il a le droit, effectivement, aussi d'arrêter là le chemin. Ça doit quand même être compliqué C'est pour pas, lui. ça va pas toujours dans un sens. En tout cas, moi, pour un envolé, c'est pas la même explication qu'il a à donner de ce qu'il a vécu et de ce qu'il ne pouvait plus supporter. Mais ça, il faut l'entendre, hein. Oui, puis maintenant, il y a le droit à l'euthanasie pour ceux qui veulent se suicider, donc À on ne l'assistance pose à plus de mourir. problème. On se pose plus de problème. Vous êtes dans des états de conscience ou en état modifié de conscience quand vous contactez les envolés, ou quand ils vous contactent. Alors, je peux être dans un état modifié de conscience, que je comprends bien, parce que j'étais formée à l'hypnose, j'ai été me former à Paris. Et je peux être en état modifié de conscience parce que quand je suis en consultation, je suis sur des lieux. Je suis capable d'aller sur des lieux. Et si on m'y amène, bien évidemment, hein, c'est pas moi qui décide, hein. Mais oui, je pense que là, je suis en état modifié de conscience parce que je ne me sens plus moi. Je ne me sens plus moi, je ne sens plus le poids de moi. Vous voyez? Je ne sens plus mon corps, je ne sens plus. Voilà. Je suis simplement peut-être, c'est pour vous faire comprendre, hein, une antenne qui capte des informations et qui se dit je suis là. Et d'ailleurs, pour ce faire, je travaille toujours les yeux fermés. Oui, vous êtes délocalisé, c'est-à-dire il n'y a pas de localisation. Bon. C'est Mais ça. je ne sais jamais à l'avance sur une consultation ce qui va se passer et de quel outil je vais avoir besoin. En tous les cas, la mort met tout le monde d'accord, ça c'est sûr. Qu'on soit riche ou pauvre, Exactement. ça, c'est au moins une chose, c'est qu'on est égal Sur devant la lequel, mort. oui, nous sommes tous d'accord. C'est qu'effectivement, elle met tout le monde d'accord. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, je suis acceptante de toute philosophie ou de tout ce qu'on pourrait me dire. Je lis beaucoup, je m'informe beaucoup, mais ce que je retranscris, c'est mon vécu à moi. Mais ça n'est pas vérité biblique, bien évidemment. Vous faites des ateliers avec des... Qu'est-ce qui se passe dans vos ateliers? Alors, dans les ateliers, je fais travailler les personnes sur l'intuition, un outil qui me semble très intéressant, même pour votre quotidien. Bien évidemment, le dimanche soir, vous ne serez pas médium, bien évidemment, hein. Mais vous allez pouvoir effectivement vous rendre compte du pouvoir, entre guillemets, que vous avez si vous écoutez effectivement cette petite voix que vous appelez intuition, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui sait très bien vous guider, mais que vous n'écoutez jamais, bien évidemment, presque jamais. Pour moi, l'intuition, c'est l'antichambre d'un monde plus subtil, oui, plus mon monde. C'est la porte d'entrée pour moi, mais pas les ressentis. Donc, dans votre premier livre, il y avait un peu tous les outils dont vous vous servez. Le premier livre, Mmh. c'était... Le premier livre, enfin, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que beaucoup de retours de ce livre-là ont dit c'est très intéressant, mais il manque beaucoup de choses que vous ne nous dites pas. Mais bien évidemment, bien évidemment. J'ai pensé peut-être en faire une édition augmentée, mais c'était, si vous voulez, le début. Ma recherche, vous voyez ce que je veux vous dire, ma recherche, ma quête même, pour mettre en place une communication avec mon enfant.
C'était ça. Donc j'allais dire c'est scolaire. Non, c'est pas scolaire, mais c'est une recherche. C'est une recherche et c'est une recherche qui n'est pas celle d'une scientifique, qui n'est pas celle de quelqu'un qui est. C'est la recherche d'une maman qui a perdu son enfant, tout simplement. Donc, il s'exprime avec des mots simples et qui vous retranscrit effectivement d'où elle vient et ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue. L'envol de mon enfant m'a donné beaucoup de force, malgré tout, après, mais je l'ai compris après, bien évidemment. Ah ouais, Ça m'a donné beaucoup de force parce que c'est le choix que j'ai fait inconsciemment de vivre et de rester vivante. est-ce qu'avant de la mort de Rachel, vous aviez déjà des communications? Est-ce que c'était familial? Oui, oui, j'avais des communications déjà, mais c'était assez brouillon, c'était assez ouais, brouillon, c'était assez. J'en ai toujours eu d'ailleurs, hein, même enfant, même adolescente, même jeune maman, j'ai toujours eu, mais c'était très brouillon. Et puis vous savez, voilà, tiens, tu devrais faire ça. Mais ça n'a jamais été professionnel avec une éthique, vous voyez. C'était comme ça. Je disais à mes amis, mes copines, tiens, j'ai entendu ça, tu devrais faire ça, hein. Voilà. Mais ça n'était pas. Voilà. Après, oui, je me suis habillée d'éthique et j'ai essayé de cerner la façon dont je voulais le faire. Parce qu'effectivement, je voyais bien que ça se développait vitesse grand V, mais il y avait une façon dont je voulais le faire, une façon dont je voulais effectivement être cajolante, soignant, peut-être entre guillemets, pour ceux qui avaient perdu un envolé, mais et surtout ceux que je ne voulais pas et où je ne voulais pas aller. Voilà. La Je me couverture de livre, c'est vous qui l'avez choisie avec cette échelle ou c'est l'éditeur? La couverture du livre, je l'ai un petit peu imposée à ma maison d'édition qui a dit bravo après parce que quand ils ont vu effectivement ce que ils ont beaucoup aimé. Mais c'est un tableau de mon frère. Hmm. Tableau de mon frère parce que la maison d'édition avait proposé quelqu'un qui regarde une échelle qui monte au ciel et puis avec des couleurs, des crèmes, des choses comme ça. C'est pas tout à fait mes couleurs à moi. En tout cas, ça ne me parlait pas. Je ne sentais pas. Je ne pouvais pas m'approprier ce livre avec une couverture comme ça. Et c'est vrai que mon frère m'a montré le tableau qu'il avait fait après un séjour à Paris. Euh, je crois que c'est à Saint-Sulpice ou quelque chose comme ça. Et il a peint plusieurs tableaux, et notamment celui-ci, il me l'a montré, et je l'ai soumis à la maison d'édition. J'ai pris une photo, je l'ai soumis à Madame Frédaniel, il y avait Cathy Selena aussi, il y avait, et elles sont tombées effectivement. Et c'est super, c'est superbe. Et il y a le seul truc qui n'est pas restitué, c'est les 15 marches. Moi, je l'ai vu tout de suite hein, sur le tableau de mon frère, il y a 15 marches. C'est la symbolique. Moi, j'ai vu une symbolique forte, c'est celle des 15 psaumes que chantaient les pèlerins qui partaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils chantaient tout le temps ces 15 psaumes. Voilà. Là, il y en a Donc, 17 là. Il y a 17 oui, il y en a marches. 17. Il y en a 17. Ben, sur un livre, ils étaient bien obligés de. Ou alors, il fallait que ça soit plus gros. Ouais. Donc, bon, il y avait une espèce de manip à faire sur le tableau ou sur la photo. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je sais que j'ai l'original. Je l'ai là. Et il y a les 15 marches. Et alors, sur le titre, la mort n'est pas la fin de la vie, ça serait la fin de quoi alors? Maintenant, c'est la vie après la vie. Je suis intimement persuadée, mais c'est moi qui le dis et qui le pense, hein, que on est dans une multitude de mondes, on vit dans une multitude de mondes en même temps. Et chaque fois, dans cette multitude de mondes, on change quelque chose. Il y a une histoire qui change. Peut-être dans une autre temporalité, ben ma fille est toujours là. Elle a grandi, elle est une jeune femme avec des enfants. Dans une autre temporalité, vous voyez, l'histoire change chaque fois. J'aime beaucoup le film Au-delà de nos rêves, parce que la deuxième partie du film nous parle effectivement de peut-être effectivement que quand on passe dans une autre temporalité, tel un peintre, on repeint notre vie telle qu'elle a été, mais d'une façon moins traumatique, moins,
On change beaucoup de choses, on change beaucoup de choses. On met plus de couleurs, plus d'odeurs, plus de joie, plus d'amour peut-être aussi. C'est la même chose que certains médiums expriment en disant que c'est un grand building avec des ascenseurs et paliers et on monte chaque fois qu'on a compris ou qu'on s'est assagi. C'est un peu la même chose, vous voyez? Mais moi, je le vois d'une façon plus multimonde, et comme un Rubik's Cube. Enfin, je prends cet exemple-là parce que c'est celui que je comprends, Rubik's Cube, entre le passé, le présent et le futur. Voilà. Si on croit effectivement ce que Guillemot nous dit et ce que la science nous dit. Oui. Mais je Et, ne suis pas une scientifique, hein, bien. Donc, et donc, votre troisième livre, ça sera sur quel domaine? sur des exemples toujours donnés de consultation pour vous faire comprendre en fait qu'une consultation en médiumnité, c'est pas simplement effectivement l'envolée qui vous parle, c'est aussi une histoire familiale, très souvent. Parce que quand je suis en consultation, par exemple, communication avec un envolé, très souvent, l'envolé donne un message sur votre devenir ou ce que vous devriez changer. Ou vous savez, j'appelle ça des points sur lesquels, des boutons sur lesquels appuyer. Voilà, pour votre devenir à vous. Voilà. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le transgénérationnel sur lequel, effectivement, je suis amenée à, à aller sur quand il y a des problématiques un peu particulières sur votre arbre et sur votre histoire à vous, hein, et aussi ce regard que j'ai croisé avec une psychogénéalogiste, c'est-à-dire qui, elle, va travailler sur l'arbre et sur ce que l'arbre veut nous dire. Moi, très souvent, je m'entends dire aux gens en consultation, l'arbre veut parler. Donc, je vous conseille effectivement de travailler, de mettre, vous voyez, vous mettez votre nom, votre prénom, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents de chaque côté. Vous y mettez aussi les enfants qui sont les enfants perdus, ce que j'appelle les enfants perdus, les enfants issus de fausses couches ou des IVG, vous voyez, parce que, et de faire aussi un rituel à ce propos-là d'ailleurs, hein, un rituel, Et de leur donner un nom, ça c'est un un prénom prénom. qui est obligatoire, un prénom qui va définir leur sexe hein, aussi, hein, si vous ne voulez pas, voilà, et qui fait que, et les reconnaître surtout comme étant votre frère, comme étant le frère de votre maman qui n'a pas vécu ou qui est mort-né, vous voyez. Mm. C'est très important et on s'aperçoit effectivement qu'au fil des histoires familiales, il y a ce que j'appelle, vous savez, des petits cailloux plats qu'on jette sur l'eau et qui rebondissent. Il y a des choses vraiment, des phénomènes de répétition parfaits. Il y a des dates anniversaires, il y a des syndromes, les syndromes du gisant par exemple. Il y a plein de choses qui pourraient expliquer certains petits blocages, des choses qui vous bloquent dans votre vie à vous. Hein. Mais moi, je ne suis pas psychogénéalogiste, je reste à ma place. Hein. Je vais que sur le transgénérationnel, je dis ce que j'en vois et ce que j'entends. Et puis après, c'est un autre travail, mais c'est un regard croisé entre une médium qui travaille de son côté et une psychogénéalogiste qui travaille, elle, de son côté. Et après, à un moment donné, on a fait des émissions filmées, effectivement, où, effectivement, entre ce que je vois, ce que j'ai entendu et l'histoire elle trouve des lieux communs, beaucoup de lieux communs. C'est quoi la théorie du gisant? Du gisant, c'est par exemple, si vous avez un ancêtre qui a été gazé, par exemple, vous dites, moi je suis atteinte, j'ai de l'asthme. Mm. Je vais essayer d'aller voir si vous n'avez pas eu dans votre arbre, s'il n'y a pas quelqu'un, si déjà au niveau de vos parents, au niveau comment s'appelle, de leurs frères et sœurs, au niveau des grands-parents, s'il y a des problématiques effectivement de souffle et de respiration, vous voyez. Et souvent, effectivement, on trouve soit quelqu'un qui travaille sous terre, vous savez, dans les mines, ou soit des personnes qui ont été gazées dans les camps, et qui pourrait expliquer effectivement que vous avez, vous, de l'asthme. Hein, que vous auriez. Hein, je reste prudente. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, bien évidemment, hein, sachant que je ne suis pas psychogénéalogiste, donc une psychogénéalogiste vous donnerait plus de détails, bien sûr. Mais c'est un regard,
C'est un livre écrit à quatre mains. Donc, il y a l'écriture de la psychogénéalogiste aussi. Et l'expertise, bien évidemment, entre l'analyse et la vision analytique de l'arbre et l'intuition, si vous voulez, d'une médium. Donc, ça sera sûrement le titre, une médium et une psychogénéalogiste. Le titre en sera Regard croisé. Ouais. Regard croisé, ça, je ne le changerai pas. Là, ce livre que vous avez sous les yeux, le titre en a été changé. Comme mon premier livre aussi, il ne s'appelait pas comme ça quand je l'ai écrit, mais ça n'aurait pas été vendeur, paraît-il. Donc, C'était quoi le titre de La mort n'est pas la fin de la vie? je fais des expériences en médiumnité. Et mon premier livre, Ma vie de médium, c'était Je fais de ton envol, de ta mort, mon éternité. Oui, non, mais ils ont bien fait de changer les titres parce Oui, que c'est pas mon beurre, hein. c'était Pas trop mon long. beurre du tout, hein. Des fois les choses, elles sont bien faites. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer cet entretien, Joël? J'arrive pas à le Que dire. j'ai une médiumnité parfaitement heureuse. Je C'est suis une femme heureuse dans ma médiumnité et, euh, je remercie vos envolées d'avoir cet humour, d'avoir cette liberté de pouvoir exprimer et s'exprimer aussi. Tu vois, ce matin, j'avais une maman qui n'a jamais rien dit, qui a subi et je voyais même qui baissait les yeux, qui se courbait, vous voyez. Et là, je la voyais danser. Elle aimait beaucoup. J'ai dit, mais elle aimait les balles de village? Oui. La réponse a été oui. Elle fréquentait beaucoup les balles de village quand elle était jeune. Et je la voyais danser. Elle me disait, je suis libre maintenant. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais je savais pourquoi elle disait à sa fille, je suis libre maintenant. C'était, si elle n'avait pu dire qu'un seul message, c'était celui-là. Je suis libre maintenant. Et ça, c'est magnifique. C'est beau. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous faites plus de consultations En présentiel, avec un tas de monde qui vient et qui dépose des photos sur la table, vous voyez? si, j'en fais encore. Ben, j'en ai fait il y a 15 jours. J'étais au salon de Nîmes, le Mm. salon du bien-être de Nîmes. Et là, j'ai eu la surprise d'apprendre que je devais rentrer en salle le vendredi soir. Et de 17h30 à 18h30, j'ai fait de la communication avec les envolées sur photo, bien évidemment. Je l'ai fait. J'en ai fait 1h15 même. Hein, 1h15. Et quand j'ai fait comment s'appelle, ma conférence le dimanche, les gens ont tendu leur portable et les photos. Je leur dis, attendez, là, il faut quand même que je vous dise comment je suis médium. Hein. Mais entre-temps, oui, j'entendais des choses, donc j'en profite effectivement. Mais je fais de temps en temps, j'interprète comme ça, mais vous savez, c'est sacré. Pour moi, c'est sacré. Il y a un caractère sacré à cette présence. Vous savez, quand il y a un volet qui est là, franchement, l'atmosphère est différente chez moi, dans mon bureau, elle est différente, et c'est sacré. Et ça, je ne vais pas faire le guignol sur Insta ou non. Et quand je le fais, j'essaye de le faire non pas d'une façon hilarante, machin, vous voyez. J'essaye de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose de sacré, qu'il faut respecter ça. Pourtant, ils ont beaucoup d'humour hein, quand même là-haut. Hein. Ah oui, Ils ont beaucoup d'humour. ils ont certes beaucoup d'humour, mais vous savez, euh, on nous en demande toujours plus, toujours plus. Il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et moi, je me refuse à faire ça. Je ne suis pas une médium TikTok. J'ai pas envie de le devenir, de toute façon. Et est-ce que vous pensez prendre votre retraite un jour ou est-ce que Alors, tous les jours, tout le matin que je fais, je me dis que j'arrête. vous Parce pouvez... que, parce que le temps que je passe, je le passe pas avec mon mari pour aller me balader. Il fait soleil aujourd'hui, il fait certes froid, mais voilà. Bien souvent, j'entends mes enfants en bas qui disent où est maman? Ou mes petites filles. Et j'ai 68 ans et mon mari a 72 ans. Donc, je me dis que le temps, quelque part, nous est compté. Et je me dis que tous les matins, je vais arrêter parce que j'ai autre chose à faire et à vivre, probablement. Mais tous les matins que Dieu fait, ils sont là. Oui, mais vous pouvez peut-être aussi prendre un congé sabbatique, c'est-à-dire vous dire pendant 6 mois, je suis pas là, je prends aucun Alors, rendez-vous et voir alors comment ça se passe. ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé mon agenda et je travaille jour par jour. C'est-à-dire que je mets sur mon Facebook ou sur Instagram, j'ai des places disponibles aujourd'hui. Mais je peux vous prendre très rapidement, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai mon agenda fermé et que je me dis, voilà.
Là, hier matin, j'étais chez mon neurologue, donc ça m'a pris la matinée. Donc après, j'ai fait j'ai répondu à des demandes, je les ai prises tout de suite. Et votre neurologue, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, votre neurologue? Bah, il m'a vu arriver il y a quelques années avec un AVC. Donc, et c'est vrai que quand je suis revenue à moi, je me suis entendue dire, parce qu'il y avait mon fils et mon mari qui étaient là puisque j'étais aux urgences, et les médecins m'ont dit, dites-lui qu'il faut qu'il s'en aille là parce qu'il ne comprend pas, il faut lui expliquer, mais j'étais complètement dans le... Et le neurologue pensait qu'effectivement, je n'étais pas bien du tout, et mon fils lui dit, elle est médium. Et il y a une infirmière qui dit, docteur, il y a un monsieur qui est décédé la semaine dernière là. Donc, je lui ai donné mes 2 livres. Il comprend toujours pas. Un neurologue, c'est un neurologue. Hein. Vous savez, un médecin, c'est un médecin. Moi, j'ai la chance d'avoir un médecin à la maison qui a essayé de comprendre ce qui se passait, ce que je vivais, hein, et qui s'est dit après, elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait, elle est médium. Il le dit, lui. Je lui fais confiance. Quand je lui dis, bien non, on va habiter là. Il faut qu'on habite là, je le sais. Bon, il faut qu'on s'en aille là, il faut qu'on parte de France. Donc, On vous est n'avez pas parti. toujours été donc, vous n'avez pas toujours été au Luxembourg. Non, 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 je suis partie de France il y a 6 ans. Hum, hum. Ça m'a pris un matin. Je dis, je m'en vais. Il faut qu'on parte. Oui, mais c'était le bon moment en plus. Je ne sais pas, mais je sais que très souvent, j'ai eu des messages ou des façons de, même sur des, comment on appelle ça, sur des, des produits financiers. J'ai dit à mon mari, vend. Même sur sa clinique, je dis, et quelques semaines après avoir signé l'acte de vente, nous étions tous confinés. Donc, sa clinique, elle ne valait plus rien. Elle a repris de la valeur ensuite, hein, donc, Oui, mais il m'a écouté, effectivement, et ça c'est voilà, ce qui m'a permis aussi en chaîne de pouvoir partir plus rapidement aussi. Des synchronicités, vous voyez les choses qu'on entend. C'est pour ça que je dis aux gens, mais écoutez donc ces petites voix-là et essayez de différencier ce que vous aimeriez entendre ouais. et ce qui est exactement. Voilà. Ok, rien à rajouter Que j'ai aimé effectivement cet échange ping-pong entre vous et moi, entre Joël et Joël. entre Joël et Joël, oui. Oui, c'est amusant, quoi. Donc, vous avez un site, hein, je ne sais plus le site, c'est... Oui, j'ai un site, Joël Pfeiffer, Vous avez un voilà, www.joël-pfeffer.com Pfeiffer, voilà, .com, c'est ça. J'ai sur un Facebook. compte Facebook privé aussi. Je dis privé fermé. Je suis très scrupuleuse et vigilante qui rentre dans mon groupe. Des fois, je me fais avoir par des faux profils. Hein, faut pas penser que mon intuition, je l'écoute toujours. Mais on s'est dit bonjour le matin et on s'est dit bonsoir le soir. Mais on n'est pas cucu la praline. Hein. Mais on a du respect. Je fais partie d'une génération où le respect de l'autre est très important. C'est bien. Merci beaucoup, Je vous en Joël prie. Pfeffer. J'ai du mal à le dire, donc C'est Pfeffer. comme Michel Pfeiffer. Pfeiffer, on appelle ça. Pfeffer, Le siffleur en allemand. c'est luxembourgeois, comme vous dites. Ça vient de Ouais. là. Et ma grand-mère était allemande aussi. Merci beaucoup. Peut-être à la prochaine fois dans votre livre sur la psychogénéalogie et la médiumnité. Probablement, j'aurais beaucoup de plaisir, effectivement, parce que vous avez des questions qui sortent de l'ordinaire. Bon, je pense que c'est les questions que tout le monde se pose, hein. Mais il y en avait quelques-unes, effectivement, qu'on ne m'a jamais posées. Ah, ok. Merci à vous. Je vous en Merci. prie. Au revoir.